Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler brièvement des effondrements émotionnels qui sont fréquents autant chez les enfants que les adultes autistes. Ça semble être difficile aussi pour les gens de l'entourage de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête de la personne autiste quand elle s'effondre devant eux puis qu'elle semble perdre tous ses moyens. Je vois aussi qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent comment aider les personnes dans ces moments-là, surtout quand la personne elle refuse toute l'aide qu'on lui apporte, puis l'agressivité aussi, elle augmente à chaque geste bienveillant qui est offert. On dit souvent que les autistes ils ont des troubles de comportement, des émotions qui sont trop fortes, trop vives, des réactions qui sont complètement disproportionnées, exagérées, puis que les autistes ils font des crises sans raison apparente. Premièrement, je pense qu'il faudrait s'enlever de la tête cette croyance-là, sortir du modèle de trouble de comportement, parce que quand on agit comme ça, quand on pense comme ça, mais on oublie le vécu intérieur, donc qu'est-ce que la personne elle ressent, ses émotions, qui est à la source même de ses comportements puis de ses réactions. En fait, les autistes, ils sont pas si différents que ça des non-autistes. Quand une personne elle reçoit trop de stimuli, mais le cerveau il devient en quelque sorte sous tension. Le détecteur de danger dans le cerveau, qui est l'amygdale, ben, il se déclenche puis active la sécrétion d'hormones qui vont à leur tour déclencher les mécanismes de survie. Puis dans ces moments-là, la réflexion puis le recul, ils sont très très difficiles, voire impossibles selon la situation puis la personne. Dans le fond, c'est le cortex préfrontal qui permet cette réflexion-là puis le recul. Ben, dans les situations où qu'on est en situation de stress, ben, il est déconnecté. Donc, c'est l'instinct qui est privilégié, c'est le mode survie qui domine. Ça, c'est un mécanisme qui est nécessaire quand on est en danger. Mais dans les situations normales dans le quotidien, où le risque de danger est faible habituellement, ben, la réaction de la personne elle peut sembler totalement disproportionnée avec l'événement. Mais qu'est-ce qu'il faut garder en tête, en fait, c'est que la personne, mais dans le fond, son cerveau, en fait, il croit réellement qu'il y a un danger. Donc, c'est les mécanismes de survie qui embarquent. Donc, on parle de fuite, d'attaque, d'immobilisation dans ces moments-là. Puis, pour les autistes, ben, ce processus-là, ben, il demeure le même. Euh, Sauf que comme le cerveau des autistes, il y a un fonctionnement qui est perceptif, qui est dominant, ben, possiblement que ces états-là de fragmentation, donc quand la personne elle se retrouve immobilisée puis dans une sorte d'impasse aussi, si on veut, ben, ça peut être vécu plus intensément que les non-autistes. Donc, en autisme, on entend souvent parler de repli autistique ou d'effondrement autistique, qui sont deux états légèrement différents, mais qui sont provoqués tout de même par des surcharges émotionnelles, cognitives, relationnelles ou sensorielles. C'est le flot informatif, qui est des stimuli dans le fond, qui est beaucoup plus important chez les autistes parce que les aires sensorielles, elles sont surconnectées. Donc, les autistes ils perçoivent plus de détails. Puis quand on reçoit plus de stimuli de l'environnement, bien, le stress augmente parce que un stimuli, dans le fond, c'est un stresseur pour le cerveau. Puis les autistes bien, sont des êtres qui sont hyper sensibles à tout stimuli interne puis externe. Donc, vu que le cerveau des autistes il perçoit beaucoup plus de détails, bien, il se retrouve souvent en état de surcharge. Il a besoin plus souvent d'une pause, puis tout devient une question d'équilibre aussi. Puis cet équilibre-là, ben, il peut être plus précaire d'une personne à une autre, d'un moment à un autre, puis selon l'âge aussi de la personne, surtout chez les enfants puis les adolescents, où c'est aussi mélangé avec leur développement, donc ils sont encore immatures, le cerveau est immature, donc tout ça devient plus explosif plus l'enfant est jeune en fait. La crise en soi, c'est donc quelque chose qui est nécessaire, puis c'est salvateur en fait. Même si ça nous bouscule, puis ça trouble par l'intensité que la crise a pu générer, mais il n'y a rien d'anormal à la base dans ce comportement-là. Donc, un autiste, ben, il fait jamais une crise de non-sens comme on l'entend encore aujourd'hui. Comme n'importe quel être humain, son cerveau il se fragmente, puis quand il est saturé, puis instinctivement, ben, c'est le mécanisme de survie qui va embarquer. Donc, c'est nécessaire pour se protéger. La crise, c'est nécessaire, dans le fond, pour le retour à l'équilibre de l'organisme qui est saturé par les stimuli. Sauf que la différence entre les non-autistes et les autistes, mais ça serait peut-être dans les déclencheurs de ces effondrements-là. Donc, les sources à l'origine de l'effondrement. Aussi, ça peut différencier avec l'intensité.
puis avec la fréquence également. Pour les enfants, dans le fond, ben, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les crises, c'est inévitable, puis c'est un passage qui est obligé parce que ça aide le cerveau à se modeler, à grandir, puis ça fait partie du développement de n'importe quel enfant. Le cerveau des enfants, il est immature, puis leur comportement, n'importe lequel, dans le fond, ça signifie toujours que l'enfant il a besoin d'une compétence à développer, qu'il a besoin de notre aide pour l'acquérir, puis qu'il a surtout besoin de temps. Donc, on n'est pas dans un problème de comportement, mais dans une situation normale développementale. Donc, ça suit son cours de développement, en fait. Donc, c'est toujours important d'écouter la crise en offrant une présence qui est rassurante puis sécuritaire. Puis c'est vraiment en adoptant cette approche-là qui est le plus calme, le plus empathique possible que l'enfant, il va progressivement euh, il va grandir puis il va acquérir de nouvelles compétences. Puis il s'agit véritablement aussi de souffrance émotionnelle. Donc, c'est pas des caprices, c'est pas de la manipulation. L'enfant, à ce moment-là, il est toujours en détresse. Donc, c'est pour ça qu'il a besoin de la présence d'un adulte pour le rassurer. Puis même si, dans le fond, les comportements déstabilisent, puis on comprend pas toujours le pourquoi, la raison derrière la crise, mais c'est justement pas parce que c'est mal compris par un adulte qu'il n'y a pas une raison, une source, puis il faut pas appeler ça un caprice ni un trouble de comportement. Le comportement, dans le fond, c'est toujours un langage affectif. Il n'y a pas de réponse universelle ni de méthode à appliquer avec étape par étape de comment intervenir dans une crise, mais par contre, c'est important d'interagir. En fait, dans le sens, on met sur la relation. Donc, c'est seulement dans un accompagnement qui est calme, empathique puis bienveillant qui va permettre à l'enfant de traverser la crise. Puis là, je dis bien de la traverser et non pas de l'arrêter. Parce qu'on a souvent tendance de trouver des méthodes qui vont arrêter la crise ou maintenant de stopper ces crises-là. Mais c'est vraiment en la traversant. Une fois que la crise elle est commencée, ben, le cerveau, le corps de l'enfant, il a besoin de ça pour se faire apaiser. Donc, c'est simplement de l'accompagner puis attendre que la crise passe. Puis des fois, ça peut être très long. Des fois, c'est 15 minutes et ça peut aller jusqu'à 45, 1 heure. Des fois, c'est très long. Aussi, des fois, l'enfant il va vouloir un câlin. D'autres fois, il va vouloir son espace à lui. Des fois, il peut nous repousser, il peut crier, hurler, lancer des objets. Donc, c'est vraiment de s'ajuster à l'enfant et selon la crise aussi, parce que avec un même enfant, ben, les besoins peuvent changer aussi. Donc, c'est vraiment d'y aller par instinct aussi, puis s'ajuster en observant qu'est-ce que l'enfant, lui, il veut. Donc, c'est de le laisser aussi se calmer au travers de cette crise-là, puis d'arrêter ses gestes. S'il fait des gestes violents et lance des objets, mais simplement de l'arrêter, ne pas en faire un cas, mais l'arrêter doucement, dire juste non, doux, puis se reculer un petit peu et revenir non, doux. Puis donc, en ayant une présence simplement pour l'accompagner, puis ça va l'aider aussi à avoir moins peur de ce qu'il ressent, parce que les enfants, ils sont effrayés, en fait. Et c'est vraiment une souffrance qu'ils éprouvent à l'intérieur d'eux, puis ils en sont effrayés, ils ont peur. Donc, avec l'aide d'un adulte, pas obligé de faire un câlin, mais vraiment juste la présence, ça va les aider à plus être effrayés par leur propre émotion, puis progressivement, bon, ils vont pouvoir s'exprimer mieux. Donc, d'ignorer le comportement ou d'essayer de raisonner l'enfant, c'est vraiment pas des choses à faire habituellement. Donc, on continue de rester calme puis de parler doucement. C'est les éléments clés, dans le fond, à retenir quand l'enfant fait une crise. C'est vraiment une fois qu'il est calmé après la crise qu'on peut aller discuter avec l'enfant pour trouver l'émotion. Puis même s'il est non-verbal, ils comprennent quand même. Même chez les jeunes enfants de 12 mois, 18 mois, on peut déjà commencer à juste lui nommer son émotion. Genre, je vois que tu étais fâché. Puis doucement, en nommant l'émotion, on voit la tension qui baisse aussi chez l'enfant. Donc, même s'il parle pas, on peut y aller avec des mots simples. Puis pas obligé de revenir tout de suite après une fois qu'il est calmé. Des fois, ça peut être simplement en soirée, des fois, ça peut être la journée suivante. Quand l'enfant, on le sent qu'il est disponible pour écouter. Chose importante aussi, le cerveau, mais ça prend plusieurs années avant d'atteindre sa pleine maturité. Donc, le problème, il ne se réglera pas du jour au lendemain. En fait, c'est pas un problème, c'est vraiment une question de développement, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, ça peut prendre des années avant d'avoir la capacité de prendre réellement du recul, de réfléchir, puis de nommer les émotions, les identifier, puis donc d'anticiper les surcharges sensorielles qui vont éviter aussi l'effondrement, parce qu'on veut en arriver à faire le moins d'effondrement possible, dans le fond. À quoi pourrait ressembler une fragmentation, donc un effondrement? Vu de l'intérieur, ben, ça va dépendre de chaque personne, mais on peut essayer de le décrire sommairement pour donner une brève idée.
Ça va être souvent un sentiment d'impuissance qui va submerger la personne parce qu'elle va se sentir un petit peu prisonnière. La colère, elle peut sembler aussi prendre toute la place de manière complètement démesurée par rapport à l'événement déclencheur, mais c'est souvent accumulé, c'est ça qu'il faut prendre en considération. Donc, on parle de surcharge. Donc, c'est une accumulation de tension à l'intérieur, puis à un moment donné, ça explose. Donc, à l'intérieur, la personne a pu avoir une grande tension, puis là, à un moment donné, le point de rupture, si on veut, il survient. La personne elle peut avoir la tête qui tourne, elle peut voir flou, voir comme dans une sorte de brouillard. Puis c'est comme si les pensées du cerveau ils éclataient en petits fragments un peu partout. Donc le crâne il peut même faire mal pour certains. C'est comme si on venait de donner un coup de massue dans un miroir, puis tout se fractionnait en mille miettes. Donc c'est quelque chose qui est affolant, surtout pour les jeunes enfants. Donc c'est pour ça que la personne, des fois, elle veut crier, elle veut hurler, elle veut se cogner la tête aussi sur les murs. Le mieux qu'on peut faire, ça va être toujours d'accompagner la personne en demeurant présent. Donc, durant la crise, la personne elle a besoin d'évacuer la tension, donc pour revenir à l'équilibre. Donc, il faut généralement éviter de lui adresser la parole, du moins de poser des questions qui vont la surcharger davantage ou de la toucher. Parce que vu qu'elle est déjà en surcharge de tous les stimuli, mais dès qu'on parle, ben, ça ajoute un stimuli supplémentaire. Donc, c'est des petites choses qui sont à éviter, ou du moins le moins possible il faut intervenir le moins. Donc, tout changement aussi, puis geste, puis parole de mouvement dans l'environnement, c'est perçu comme une menace. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, le cerveau est en mode survie. Donc, c'est l'attaque, la fuite, l'immobilisation. Donc, tout est perçu comme une menace par le cerveau. Donc, tout ce qui entoure la personne, ça devient comme un danger potentiel par le cerveau, vu qu'il n'y a pas la possibilité de réflexion à ce moment-là. Donc, c'est encore une fois les mécanismes de survie qui embarquent puis de défense. Au-delà de l'émotion de colère, en fait, la personne, si on regarde plus loin, elle se sent beaucoup envahie par la peur puis par la tristesse aussi parfois. C'est des sentiments d'impuissance puis de panique qui vont l'envahir. Puis c'est vraiment dans tout le corps, puis elle fait juste se débattre dans son environnement qui est mal adapté. Donc, lors de ces effondrements-là, ben, il y a certains autistes qui vont même arriver à s'automutiler. La personne autiste, il faut savoir qu'elle n'a aucune intention de se blesser gravement ni d'attenter à sa vie. Donc, c'est vraiment une solution instinctive, un mécanisme d'adaptation. C'est non pas un trouble de comportement, donc c'est de l'adaptation que les autistes ont trouvé pour répondre à une surcharge qui est trop importante. Donc, c'est une réponse parce que la douleur interne est insupportable. Puis la solution rapide que le cerveau y trouve, dans le fond, puis de manière instinctive, pour répondre à cette douleur-là, ça va être, par exemple, de se mordre fortement, de se tirer les cheveux, de se taper sur les tempes ou de se cogner la tête, littéralement. Donc, c'est le moyen pour arrêter le chaos, pour arrêter la fragmentation, pour se rassembler, puis pour limiter les éclats dans le cerveau, puis revenir dans le moment présent. Donc, c'est vraiment des mécanismes d'adaptation pour tempérer les sensations corporelles qui sont intenses. Quand l'anxiété, elle est forte, puis que la personne, elle se sent coincée aussi, comme dans l'impossibilité de lutter puis de fuir, ben, elle se retrouve immobile puis prise au piège devant une situation qui échappe complètement à son contrôle. Donc, surtout quand on brime les gestes, quand on l'isole, quand on la contient encore plus davantage, mais elle se sent de plus en plus prisonnière. Donc, l'anxiété est paralysante. Puis pour le cerveau, pour tempérer ces sensations-là ressenties dans le corps, puis la perception de soi qui disparaît, ben, les autistes, ils vont s'automutiler pour tempérer tout ça. Donc, pour contrer ces sensations-là d'impuissance qui vont l'envahir, pour contrer tout ça, ben, il y en a qui vont se frapper la tête. Il y en a que c'est juste les mains qui vont battre rapidement, ou sur les cuisses, par exemple. Mais il y en a qui vont se taper la tête. Puis c'est souvent là qu'on entend le plus parler. Mais dans le fond, c'est au niveau physiologique, la stimulation cutanée, elle va tempérer le stress puis l'anxiété. C'est ça que suggère l'acupression. Donc, il y a plusieurs points de relaxation sur notre corps qui peuvent être touchés en cas de crise d'anxiété puis de panique, qui vont calmer les amygdales, donc calmer le système nerveux, baisser la tension dans le corps, puis revenir à un état d'équilibre. Mais c'est quand on brime ces gestes-là naturels pour la personne autiste ou comme non-autiste même, en fait, pour calmer l'anxiété, mais au lieu de se calmer, bien, ça va augmenter, puis on va tomber dans de l'angoisse, puis c'est là que la personne risque de se frapper la tête et de se faire très mal. C'est le mécanisme de survie
naturel puis instinctif qui embarque, mais c'est pas sans risque, évidemment, surtout quand que le mécanisme est mal compris puis on le traite comme un trouble de comportement plutôt que de le voir comme un mécanisme d'adaptation nécessaire à la survie. Donc, quand les approches aussi sont mal adaptées, mais ça risque d'augmenter encore plus l'effondrement, donc d'augmenter les coups à la tête, les blessures, donc d'augmenter l'automutilation. Dans tous les cas, en fait, ça va être possible de travailler à obtenir une meilleure perception de soi, une meilleure perception du corps pour agir en amont de l'effondrement, donc en amont de la fragmentation, puis avec des approches qui vont considérer, dans le fond, le mouvement, les rythmes, les sensations, puis les actions de la personne. Donc, on sort vraiment du comportemental pour redevenir, dans le fond, au global de l'être humain, si on veut. Donc, le mouvement, par exemple, c'est qu'est-ce qui va aider à mieux sentir son corps. Si on vient à la base, une émotion, donc on parlait d'anxiété tout à l'heure, la peur, mais une émotion, c'est physiologique, c'est un mouvement qui va s'exprimer par le corps. Donc, c'est une tension ressentie. Puis ensuite, ben, il y a une décharge qui est obligée d'être faite. Puis s'il n'y a pas de décharge, ben, le corps il va toujours demeurer sous tension. La charge émotionnelle, elle va demeurer dans le corps parce qu'elle n'aura pas pu être déchargée. Puis lorsque ces charges-là émotionnelles, ils s'accumulent parce que, bon, il y a des mauvaises interventions, on interprète mal les comportements, ben le corps de la personne, il devient sous tension aussi. Puis quand on a un corps sous tension, on a de plus en plus de difficultés à identifier nos sensations, donc à identifier les émotions aussi. Puis on perd notre perception de soi. Puis là, ben, ça amène d'autres problématiques comportementales. Puis plusieurs autres mécanismes aussi de survie qui embarquent en jeu, mais ça va être pour contrer le malaise interne de la personne. Donc là, elle ne pourra même plus identifier tellement que son corps va être tendu. Puis c'est de manière-là que, dans cette manière-là que la tension s'accumule, puis qu'il y a plusieurs comportements qui sont perturbants pour nous qui peuvent survenir. Donc de la simple bougeotte allant jusqu'à l'automutilation, puis donc se cogner la tête fortement. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le comportement, dans le fond, il compense le malaise de la personne. Elle essaie de se ramener à son équilibre. Donc, pour ces raisons-là, c'est vraiment toujours important de comprendre le sens du comportement, puis de trouver la racine profonde aussi. Si on souhaite aider véritablement la personne, puis favoriser son autonomie, puis son indépendance. C'est trop facile d'attribuer les comportements à un simple caprice, à une manipulation ou à un trouble neurologique qui est immuable, dont il n'y a rien à faire. On parlait de mouvement un peu tantôt, donc pour les enfants, ça peut juste être de jouer librement, ça peut les détendre, des jeux libres comme ça, la respiration profonde, le yoga, la méditation, l'acupuncture aussi, la pleine présence. C'est entre autres des méthodes qui seraient à explorer pour calmer les amygdales du cerveau, puis d'être mieux ancré dans le moment présent, donc de prendre conscience des sensations qu'il y a dans notre corps, puis donc de voir venir aussi la surcharge, puis de prendre du recul, en fait, avant d'atteindre le point de rupture, donc avant que l'effondrement y arrive. Donc, en gros, on voit dans la société que les crises sont mal perçues, puis elles ont une connotation qui est très négative. Mais en soi, une crise, c'est vraiment une rupture d'équilibre. Donc, pour tous les humains autistes comme non autistes, les crises ont une fonction vitale, en fait. Donc, c'est d'évacuer l'attention. Donc, les manifestations brillantes ou même celles qui sont silencieuses, parce que il peut y avoir des crises dans le silence. Donc, on parlait de repli autistique tout à l'heure. Donc, des fois, ça peut être un lourd silence. Mais c'est que l'espoir, dans le fond, de faire entendre la détresse, la souffrance à quelqu'un d'autre. Donc, en gros, c'est un passage qui est obligé pour retrouver l'équilibre émotionnel intérieur. C'est possible d'apprendre à canaliser et à mieux gérer l'expression de ces émotions-là qui sont intenses puis parfois trop envahissantes, en évitant les situations qui nous mettent en surcharge sensorielle puis qui risquent de nous mener vers un effondrement. Donc, c'est vraiment d'apprendre à se connaître aussi puis de décoder toutes les sensations dans notre corps. Il y en a qui vont préférer qui vont aimer dans le fond dresser la liste des événements déclencheurs, surtout pour les enfants, bon, les parents de dresser, peut-être là ça a déclenché une crise, donc peut-être là il est en surcharge, donc prendre un petit moment de pause avant que la crise elle arrive. L'écriture aussi ça peut être bonne pour les autistes, que ça les aide aussi à mieux mettre des mots sur leurs émotions. La méditation, c'est souvent efficace pour canaliser l'anxiété qui est trop importante. Puis se connaître puis respecter les limites. Donc, apprendre à dire non quand c'est trop.
des fois, juste de dire non puis de prendre une petite pause, ben, ça va éviter ensuite un effondrement puis plusieurs jours avant de s'en remettre. Donc, aussi prendre du recul quand on est ailleurs ou chez soi. Donc, prendre du recul puis demander un coin qui est tranquille. On le voit aussi pour les enfants. Donc, pas un coin d'isolement, mais vraiment un coin où est-ce que la personne elle peut être tranquille, puis où est-ce que la personne elle est bien. Puis quand on parle de salle d'isolement aussi pour les enfants autistes surtout, mais des fois on les met là, puis c'est comme un peu comme une punition, ou ben non on le met là, puis on dit mais toi va te calmer, mais on y offre pas un accompagnement, en tout cas du moins c'est pas toujours fait. Donc c'est pas de l'isoler, c'est de le mettre en repos puis de suggérer est-ce que tu voudrais que je reste présent avec toi ou est-ce que tu es correct tout seul, puis de s'assurer qu'il y ait ce qu'il y a besoin pour se calmer le temps que la tension a descendre en fait. Donc, c'est essentiel aussi de trouver les bons outils qui vont permettre d'exprimer les émotions, puis aussi de s'assurer de ne pas se blesser soi-même et de blesser verbalement ou physiquement les autres. Plus on accompagne tôt, en fait, une personne dès l'enfance, ben, durant ces moments de crise, plutôt que de l'ignorer, de la réprimer ou de la punir, ben, plus cette personne-là elle va apprivoiser ses émotions, elle va apprendre à plus en avoir peur, à les reconnaître, puis elle va mieux être en mesure de maîtriser les impulsivités aussi, puis de mieux gérer l'expression de tout ça. On va y apprendre, en fait, à plus être submergé ni effrayé par les émotions qu'elle ressent. Donc, on va lui apprendre à traverser les tempêtes en toute confiance, en fait. Donc, en gros, ben, je répète encore qu'il n'y a pas de méthode universelle à appliquer, c'est vraiment du cas par cas. Donc, comment qu'on doit se comporter, euh, ça va vraiment dépendre, mais ça va de chaque situation, de chaque personne. Mais ça va vraiment être toujours dans une approche, dans une posture qui est bienveillante, calme, puis envers la personne, de respecter ses besoins aussi. Pour les enfants, surtout de décoder leurs gestes qui sont vraiment un langage. Respecter les besoins d'espace, respecter aussi les petits gestes que la personne a fait, surtout quand c'est complètement inoffensif, ben la respecter là-dedans, pas l'empêcher de bouger, puis de s'auto-réguler elle-même en fait. Puis souvent, les personnes, instinctivement, ils savent comment s'autoréguler si on les écoute bien puis on leur laisse l'espace nécessaire pour le faire. Donc, dans la mesure du possible, simplement assurer une présence qui va être réconfortante et non pas envahissante, puis de laisser autant que possible la liberté à la personne autiste. Oui, on doit veiller aussi à la sécurité des autres, on doit veiller à sa sécurité à elle, mais d'utiliser une force qui est ferme, mais toujours bienveillante seulement si c'est nécessaire. Euh, de la diriger dans ce moment-là dans un endroit qui est calme et sécuritaire pour tous, puis encore une fois, attendre que la crise passe d'elle-même. Donc voilà. Donc je vous attends maintenant pour répondre à vos questions. Merci.